Ben, je suis le septième de 8 enfants, Hmm. où on avait de la peine à vivre, donc je suis né en 36, où on avait de la peine à vivre surtout pendant la guerre de 39-45, où mon père n'a pas été mobilisé parce qu'il avait fait la guerre de 14 et qu'il avait été chef de famille nombreuse. Il travaillait dans au tri Mhm. du tabac. Et puis on avait une toute petite ferme avec en moyenne 3 vaches, des fois 4. Donc ça veut dire que tout le monde mettait la main à la pâte, même, même tout petit quoi déjà. On gardait les animaux, on soignait les poules, etc. quoi. Mhm. On allait à l'école, qui était à 2 km, 2 km et demi, à pied évidemment. Matin, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, on faisait 4 fois le voyage, Mhm. y compris dans la neige où certaines années on en avait à peu près aussi haut que nous, mais on était gamins quoi. Et puis une année, pendant l'été, il y a un père qui est passé, qui, qui demandait si on voulait être prêtre ou... Moi je sais que j'avais émis l'idée, parce qu'on me l'a rapporté par après, que comme on avait de la peine à vivre, on avait, je me souviens, on avait un camarade dont les parents avaient une toute petite épicerie, et lui, à son petit casse-croûte, il avait une barre de chocolat. Et nous, on n'avait pas ça. Mhm. C'était une fois à Noël, puis encore pas toutes les années, quoi. Alors il paraît que je disais que je voulais être pâtissier. Mais quand le père est passé, bon ben, je sais plus comment ça s'est fait, mais ben, j'ai été embarqué au collège à Ville-Lagrand. Mhm. Peut-être juste une petite anecdote, je pense que c'est la deuxième ou troisième année où quand ma mère me conduisait pour la rentrée à 5 km à vélo, elle m'avait posé la question si je voulais continuer ou pas. Parce que je devais pleurer ou bien je sais pas. C'était le jour de la rentrée, hein. Et je lui avais dit oui, mais pourquoi tu me poses la question? Oh ben c'est un petit peu comme ça parce que papa il m'a dit un jour que quand tu écris, tu parles presque toujours de football, donc il se demandait si ça t'intéressait encore, quoi. Je dis ça parce que quand j'étais après à l'armée, je revenais assez souvent, faut dire ce qui est, souvent en fausse permission, le dimanche, pour jouer au foot avec la petite équipe du village. Mhm. Et un jour, il manquait un joueur. Il y avait le jeune frère d'un joueur qui était là, mais qui avait jamais fait partie de l'équipe. Alors on lui a dit de venir. Ce jour-là, ça avait bien marché. J'avais dû marquer déjà 2 ou 3 buts. Et sur une contre-attaque, je sais que j'ai dribblé tous les adversaires, y compris le gardien.
Je me suis trouvé devant le but vide et j'ai vu le petit copain qui devait avoir 16 ans juste à ma droite. Et au lieu de marquer, je lui ai passé le ballon. Alors évidemment, il a marqué, mais alors il s'est mis à sauter de joie comme c'était pas possible. Et moi, le soir, j'avais de la peine à dormir. Et l'idée Contrarié. oui, m'est Mm. venue. Mais si tu peux procurer une joie pareille avec presque rien, ça vaut peut-être la peine de tout donner, quoi. Non, voilà, j'ai fait exprès de mettre les deux choses Ouais, 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 ouais. en même temps parce Mm. que c'est peut-être bien que la vocation, elle passe aussi par là. L'apprentissage du jeu d'équipe. Et j'appréciais beaucoup parce que, oui, comme j'étais capable de jouer des deux pieds à peu près pareillement, les copains comptaient beaucoup sur moi pour marquer. Par Mm. contre, j'ai jamais été très, très fort de la tête. Mm. Alors je leur rendais un peu quand c'était oui, quand c'était favorable, quoi. Bon, ensuite, je suis rentré donc au point de vue études d'abord à Ville-Lagrand, puis après à Florimont, où j'ai aussi beaucoup joué au foot là. Euh, et ensuite, ben, je suis rentré. Ben, mon père est décédé juste avant que je rentre au noviciat, euh, pendant l'été. Bon, je fais le noviciat, une année de philo. Et puis après, ben, je suis parti en Algérie faire mon service militaire. Donc à l'armée d'abord, et puis en Algérie pendant une année. Contrairement à ce qu'on disait à l'époque, c'est vrai, mais c'était une, c'était une guerre, quoi. Or, je suis un peu comme tout le monde, on n'en parle presque jamais, quoi, parce que c'est comme ça. Mm. C'est peut-être surtout, non pas à cause des atrocités ou quoi que ce soit, mais surtout parce que, au fond de nous-mêmes, je vois ça avec mes camarades quand on pourrait discuter en dehors des officiers, on n'était pas d'accord Mm. de faire ce travail-là, quoi. Ça nous était imposé. Seulement vers la fin, j'aurais pu devenir objecteur de conscience, mais ça me faisait faire encore 6 mois de plus. J'ai déjà fait 2 ans et demi, ça suffit. Donc j'ai. Mm. Et puis là, alors, eh bien, j'avais 15 jours de permission que je n'avais pas pu prendre pendant une année. Je- j'ai rejoint une communauté à Verrières. J'ai dû rester 2 ou 3 jours là-bas. J'ai revu mon ancien maître des novices. Je me souviens très bien, il m'a posé la question, alors, où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez fait, quoi, pendant ces 2 ans et demi? Mm. Parce qu'il n'avait aucune nouvelle. Et je me souviens lui avoir répondu, j'ai fait mon noviciat. J'ai vu qu'il n'a pas été très content. Mais d'un autre côté, je ne pouvais pas lui dire autre chose, quoi. J'avais appris un tas de choses de la vie, de la mort, de,
des blessures, pas seulement physiques. Je ne peux pas oublier le soir où je devais aller en embuscade et au dernier moment, le capitaine m'a demandé de faire autre chose. Et le copain qui m'a remplacé a monté une embuscade, exactement comme j'aurais fait moi. Hmm. Seulement voilà, il y a un ravitailleur qui a passé et ils l'ont descendu. Et ce copain ne s'en est pas remis d'avoir tué quelqu'un, quoi. Et c'est moi qui devais le faire. Et ça, je peux pas en parler plus que ça. Hmm. Ça marque au-delà de ce qu'on peut en dire. Ben ensuite, j'ai décidé de continuer. Donc je suis rentré de nouveau à Fribourg, avec du retard, parce que c'était déjà fin novembre quand je suis revenu, avec beaucoup de peine à m'y remettre. Les cours étaient en latin en plus de ça. Et je me souviens très bien d'une chose, parce que ça a été une sorte de déclic aussi. C'est le premier examen semestriel que j'ai dû passer vers Pâques en théologie. Hmm. Je me souviens, c'était avec un père Nicolas. Pastoral ou Par, théologie non, pastorale, théologie, morale, non, dogmatique. dogmatique. Hmm. Et j'ai été trouver ce dominicain, donc. Hmm. Je lui ai dit, je peux bien vous réciter votre cours, mais j'y crois pas. Et je me suis dit, il va me mettre dehors, quoi. Eh bien non, il a marqué un petit temps d'arrêt. Il m'a dit, il m'a dit quelques mots sur ma situation, parce qu'il voulait savoir ce qui m'arrivait, quoi. Donc je lui ai raconté que j'avais pris du retard, etc. Il m'a dit, non, 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 alors écoutez, euh, prenez votre temps, et puis vous verrez bien après comment ça va. Et il m'a mis, je me rappelle, la note, la, la plus basse qui était, c'était sufficienter. Hmm. C'est Suffisant. suffisant. Hmm. Mais sufficienter, c'était mal vu, quoi. Hmm. Mais qu'il ne m'ait pas condamné, qu'il ne m'ait pas fait de reproches et qu'il m'ait dit, vous avez passé votre examen, eh bien, ça m'a libéré. Et c'est comme si ça m'avait remis en place, quoi, pour marcher normalement, quoi. Alors après, bon, ben, j'ai fini mes études, quoi, Hmm. C'est logique, oui. sauf le dernier semestre où je me souviens, comme j'avais été décalé, je retombais au début des 4 ans de cours de théologie, entre autres. C'était, je me souviens de ça parce que ça m'a beaucoup marqué aussi pour un tas de choses dans la suite. Pendant des semaines, la question était de savoir si la théologie était une science. Et ça me rasait tellement que j'ai pris un résumé, un gros bouquin de résumé de théologie. J'allais au cours, mais je révisais ma théologie. J'écoutais même pas ce qu'il disait. C'était peut-être déjà aussi dans mon tempérament et après, je pense que je l'ai beaucoup plus mis en pratique, de ne pas me sentir obligé de faire ce qui nous était imposé, mais de rechercher
plus en profondeur le sens des questions que de la vie. Et j'ai jamais pu oublier, après avoir été ordonné, c'était 3 ou 4 ans après, je me souviens, au lieu de faire la sieste, je prenais un bouquin, j'étais en Valais, j'allais me promener le long du Rhône et je lisais un bouquin où un jour, quand je suis rentré à la communauté, où j'allais 1 heure là-bas, un de mes confrères me dit qu'est-ce que tu lis? J'étais en train de lire un bouquin de psychanalyse de Freud. Il me dit mais qu'est-ce que tu perds ton temps à lire des conneries pareilles? Bon, je l'ai laissé dire. Mais Dieu sait si par la suite, je me suis rendu compte que on nous demandait de témoigner de l'Évangile au mieux et on n'avait aucune formation, ni pédagogique, ni psychologique. Il y avait quelques bribes à partir des personnalités des professeurs, mais à peu près rien au point de vue cours. C'est ce qui m'a conduit aussi un petit peu, assez rapidement, à me documenter un peu plus en psychologie, entre autres, mais aussi je me souviens, en graphologie. Jusqu'au jour où en graphologie, je me souviens, c'était lors d'une retraite de jeunes, où on avait préparé un petit peu les sujets qui les intéressaient, où j'étais allé dans leur école, ou leur lycée, je ne sais plus comment ça s'appelait là. Et pendant la retraite, j'ai eu des jeunes qui venaient me trouver pour approfondir un petit peu leurs questions, etc. Et j'ai eu je me souviens, c'était une fille qui voulait que je lui dise ce qu'elle n'avait jamais pu dire, elle. C'est-à-dire que elle ne savait pas si ses parents étaient ses vrais parents. Et comme, un peu par délicatesse, mais aussi parce que je trouvais que c'était pas correct, je tergiversais un petit peu, je tournais autour du pot, etc. Jusqu'au moment où elle m'a dit, mais écoutez, je sais par mes camarades que vous savez lire un tas de choses à partir de l'écriture. Je vous ai écrit, alors elle m'a donné un paragraphe. Et elle insistait pour que je lui dise ce qu'elle exprimait dans son écriture. Alors plus délicatement que j'ai pu, je lui ai dit, moi ça me pose une question, mais que je ne peux pas en parler moi, j'aimerais mieux que c'est vous qui me le disiez. Elle m'a dit non, je ne peux pas. Alors je lui ai dit, mais si tu ne peux pas, je vais peut-être essayer de t'aider un tout petit peu, mais c'est sous une forme de question. C'est pas du tout un... Je me pose la question de savoir si c'est ça qui est exprimé dans ton écriture, que tu es en recherche de tes parents. Mm. Et elle m'a dit merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Ouais. Mais moi, ça m'a bloqué. Je me suis dit, ça peut me rendre de grands services et ça peut rendre de grands services à d'autres, mais je ne peux pas me permettre d'aller... C'est comme si j'étais en train de violer quelqu'un, sans qu'il le sache en plus de ça. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté.
Bon, de temps en temps, évidemment, quand je revoyais une écriture, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil, mais j'ai plus du tout. Mm. euh, j'ai laissé ça de côté. Par contre, jusqu'en 2020, j'ai appris avec d'autres moyens, à essayer de mieux comprendre, oui, et puis d'être en communion avec les gens par différents moyens. Le premier, c'est d'apprendre à écouter vraiment ce qu'ils disent eux, et non pas ce que je peux penser moi. Une annexe de cela, mais c'est devenu plus du tout une annexe, ça en fait partie, c'est ce qu'ils ne disent pas, c'est leur silence. Et puis il y a la manière de le dire. Il y a certaines fois, ils disent des choses en parlant d'autre chose. Donc ça m'a forcé à écouter non pas seulement les mots et les phrases qui étaient dites, Mhm. mais la personne, qu'est-ce qu'elle dit à travers ça. Alors évidemment, il y a les expressions physiques, entre autres le visage, et je disais jusqu'en 2020, parce que là j'ai pu expérimenter et puis être confronté à une chose, pourtant Dieu sait si j'étais déjà vieux, où j'avais pas assez fait attention, c'est à cause du Covid, d'écouter la voix des gens. Et comme la voix est expressive, au téléphone, ce qui est quand même très différent du regard, du visage, Mm. ou des pleurs, etc. Un autre aspect, parce que ça a été quand même très important pour moi dans ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Bon, j'ai été prof et surveillant pendant 3 ans, en tout cas, oui. Ensuite, j'ai fait un peu de tout. Un confrère me disait, tu fais des retraites de 7 à 77 ans. Et c'était vrai. Aussi du ministère paroissial, avec des confrontations, avec des questions que se posait déjà le clergé sur, entre autres, je me souviens très bien, c'était sur la préparation au mariage et certains sacrements, où le clergé disait en réunion que les gens ils font ça, mais ils y croient plus beaucoup. Donc il faudrait renouveler un peu. Et on s'était mis d'accord pour aller dans ce sens-là, entre autres dans la préparation au mariage, de commencer une préparation au mariage. Et quand on s'est revu 6 ou 8 mois après pour la deuxième ou troisième fois, eh ben, j'ai dit que il y a un mariage, je l'ai reporté parce qu'ils n'étaient pas prêts, mais qu'ils étaient d'accord de faire du chemin. Oh, mais alors si on va jusque-là, ça fout tout en l'air, quoi. Je dis, mais c'est bien ce qu'on avait décidé. Et j'ai vu que ça suivait pas, quoi.
Dans ma première année, j'avais eu une année de pastorale, donc en paroisse, où le curé m'avait dit, bah, il faut que tu apprennes à connaître le maximum de choses. Alors, il m'avait donné, entre autres, la responsabilité d'une rencontre avec des jeunes qu'on appelait à l'époque les blousons noirs. Première réunion, ils ont cassé 2 chaises et une table, etc. C'était violent, quoi. Eh bien, c'est une équipe, avec une équipe de filles un peu plus grande, qui était tout à fait en dehors de la ligne traditionnelle, avec lesquelles j'ai fait peut-être le plus de chemin. Ces jeunes blousons noirs, c'est eux qui réclamaient, au bout de 5 ou 6 mois, d'avoir leur rencontre, et ils avaient de la peine à la terminer. C'était aussi après le concile, donc on avait une liberté qu'on n'avait pas jamais connue. Hmm. Et je me souviens que c'est là où j'ai commencé aussi, entre autres, à prendre la responsabilité d'une cité dortoir, où je me suis rendu compte que le ministère de visite, etc., quand il n'y a personne dans les appartements, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc j'ai commencé à travailler un peu, je peux dire un petit peu à temps perdu, mais aussi comme ça en accord avec le patron, dans une petite fabrique de sécateurs. J'en ai encore un d'ailleurs. Et, et puis où j'ai fait, où les jeunes avaient, c'était en Valais surtout, en institution catholique surtout, quoi. Ils avaient en début d'année une retraite de 3 jours. Et ils en voulaient plus. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est programmée, elle est quasiment obligatoire. Eh ben, j'ai été jusqu'à jouer leur jeu. Je me souviens d'un groupe où je leur ai dit, parce que je le savais un peu, où je leur ai dit, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas faire la retraite, je vous respecte, mais je vous demande de respecter les autres. Donc vous faites ce que vous voulez, sans nous gêner, et nous sommes d'accord que vous faites ce que vous voulez, et on ne vous gênera pas. Et le deuxième soir, c'est 6 ou 7 qui n'avaient pas commencé à participer, sont venus demander, non pas à moi, mais à l'ensemble des autres, donc on était une vingtaine, s'ils pouvaient nous rejoindre. Hmm. Je crois qu'en une journée, on a fait plus de travail que pendant 3 jours habituels. Ah ouais. Et ça m'a rendu beaucoup de service parce qu'après, mais ça c'était d'une façon beaucoup plus globale sur le diocèse, je pense que le clergé, les sœurs, etc., se sont bien rendus compte que la retraite traditionnelle qui ne disait plus rien aux jeunes et dont ils ne voulaient pas, c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, entre autres, j'ai fait pendant 5 ans, j'étais moniteur de ski. C'était sur une semaine, hein. J'étais moniteur de ski pendant la journée. Et puis, on avait 2 heures d'échange dans la soirée. Disons de 8 heures à 10 heures le soir. Et puis voilà que la deuxième année, je crois, ou la troisième année, je ne me rappelle plus, comme on était à 2200 mètres, on ne redescendait pas, on cassait la croûte, assis sur un banc, devant un chalet, avec ma petite équipe de 8 ou 10. Là. Et j'entendais une fille qui disait, parce que c'était tard dans l'hiver, pas très longtemps avant Pâques,
et qui disait, on va de nouveau être obligé d'aller se confesser, et moi je sais plus te dire, si on pouvait parler comme ça, comme on parle maintenant, je serais d'accord. J'ai rien dit. On était à 50 mètres de la remontée. Je me suis trouvé à côté d'elle en y allant à ski. Et je lui dis, j'ai entendu dire ça, est-ce que c'est sérieux? Et elle me dit, oui. Je lui ai dit, bon, eh bien, comme on a des arbalètes, on monte ensemble. Donc on est sur un morceau de bois, plus ou moins assis, on se fait traîner, quoi. Et elle commence tout de suite sa confession. Seulement voilà, comme c'était une piste d'entraînement pour les débutants, c'était très court. Et quand on est arrivé au sommet, elle me dit, ah oui, c'était très bien, mais j'ai pas fini. Je lui dis, bon ben écoute, j'avertis les autres de descendre tranquillement, nous on descend, et puis on remonte ensemble. Et dans l'après-midi, eh bien, les 8 ou 10 que j'avais dans l'équipe se sont confessés comme ça, dans la remontée mécanique. En rentrant, on avait 1 heure de piscine, on se trouvait dans un centre militaire, bon. Et puis le souper. Et après le souper, donc, 8 h, 10 h, on avait donc ce temps d'échange. Ah oui, mais c'est que je ne sais pas par quel biais, eh bien, j'ai passé mes 2 heures à me promener devant le centre sur la petite rue, là, avec, avec d'autres qui voulaient se confesser sans être dans la boîte, comme il disait. Et le lendemain matin, le chef du camp me dit, Joseph, tu pourrais pas prendre une autre équipe, là Je lui dis, oui, mais ils sont déjà un peu forts, ceux-là. Il me dit, oui, oui, mais c'est pas... J'ai vu qu'ils se débrouillaient bien, alors non, tu peux la prendre. Et le matin, j'ai pris une autre équipe, mais c'était aussi pour ça. Et l'après-midi, encore une autre équipe. Et j'ai retrouvé 8 ans ou 10 ans après, dans une autre station, un jour où j'étais allé faire un petit peu de ski comme ça, quoi, j'ai retrouvé une toute jeune dame qui s'arrête. Je venais de faire une descente en bosse où j'étais content de moi. J'étais juste à l'arrêt. Elle s'arrête, elle me regarde et elle me dit la première chose, ah, vous êtes le père qui m'avait confessé à Fièche, etc., comme si c'était hier. Je dis, ça l'a drôlement marqué quand même. Puis, me disant ça vraiment heureuse, quoi. Alors, apparemment, ça peut paraître des petites choses presque mesquines, même, des fois. Et puis, j'ai retrouvé ça alors depuis 25 ans ici, où beaucoup de ceux qui passent ont gardé un souvenir de ce qu'ils ont reçu ici, quoi. Pas forcément par moi, hein, non, non. Le petit qui a retrouvé, qui avait 4 ans et qui est repassé il y a 2 mois, il a 24 ans, il y a 20 ans qu'il était venu ici, et qui se souvenait avoir couché dans un lit qui ressemblait à une caverne. Je l'ai envoyé voir l'alcôve en haut, il m'a dit, avec un sourire large comme ça, il m'a dit, oui, c'est là que j'ai dormi. Mais il y en a aussi beaucoup qui se souviennent de rencontres
dont je n'ai pas du tout su les résultats, etc. Et qui me disent ça, mais si, si, mais pour moi, c'est tellement vrai, ça a été un moment de transformation dans ma vie, quoi. Mhm. Voilà, c'est ce qui me pose aussi question, même encore maintenant, en me disant, quand le père Mermier a accepté de la part de Monseigneur Ray de s'occuper de ce coin-là, où c'était très différent à l'époque, c'était pas touristique, etc. comme ça, Mhm. en dehors de la vie habituelle de ce qu'on appelait l'église, quoi, des paroisses, de la morale, etc. Si je me place du point de vue du responsable du diocèse, avec son clergé évidemment, si je me place aussi du point de vue de nos responsables religieux, je me pose la question de savoir si ça vaut, je vais le dire de façon opposée, si ça vaut la peine d'abandonner un cadeau pareil. Quand je pense que 20, 25 ans après, j'ai encore des coups de fil qui me rappellent des choses que je n'ai même pas vues, quoi. Mhm. C'est ce qui me fait dire que ici, si on veut bien être disponible, c'est tout donner. Mhm. Oh, évidemment, la plupart des gens insistent sur des aspects plus terre à terre, comme le lien avec la nature, etc. Oui, c'est important, quoi, mais il n'y a pas que ça. Si je devais vous raconter 7 ou 8 rencontres de l'été, Mhm. quelqu'un qui a fait 10 ans d'études supérieures et qui vient me trouver jusqu'au moment où la cinquième fois qu'il passe me dit, vous savez, ça fait 4 ans que je prépare mon divorce, ben, c'est pas du gâteau, hein. Il m'en avait jamais rien dit avant, je l'avais supposé, mais... Et puis jusqu'à l'inverse, quoi. Les deux qui viennent me trouver sans me connaître rien du tout et qui me disent est-ce qu'on pourrait faire une petite prière ensemble pour dire merci, on se remet ensemble. Quand ils partent et puis que je les vois 30 mètres plus loin la main dans la main, heureusement que je vois pas ce qu'il y a dans leur cœur, j'éclaterais. Tout à fait. Voilà. Mhm.